Chers amis, bonjour. Bienvenue à ce nouvel épisode du Divan. Le mathématicien Al-Khwarizmi, dont le nom est lié à l'algèbre, Al-Jahir, le grand encyclopédiste, qui a formulé une première idée de l'évolution des espèces, le grand philosophe Al-Kindi, et Thabit ibn Qurra, qui a donné son nom à un cratère sur la Lune. Ces savants ont tous un point commun, leurs noms et leurs travaux sont liés à une institution, là où les maisons de la sagesse, notre thème de ce soir. Pour en parler, je suis avec Ghaleb Benchir, président de la Fondation de l'Islam de France. Bonjour Ghaleb. Bonjour Smaïl. Mon cher Ghaleb, pour commencer, ajoutons au bonheur du monde en étant précis sur les mots. Dans Maison de la sagesse, que veut dire exactement le mot sagesse? J'ai l'impression qu'il est quelque peu différent du sens qu'il a aujourd'hui. La sagesse en grec c'est la sophia, en arabe c'est le hikma. Il y a une notion de sagesse théorique, c'est la sophia, mais aussi la sagesse pratique qui est la prudence. Et la prudence n'est pas la pusillanimité, n'est pas la couardise. On dit souvent, ça on le dit maintenant, un intelligent c'est celui qui résout les problèmes et un sage c'est celui qui évite d'en avoir. Le sage est celui qui sait différer ses satisfactions, gère ses frustrations et accuse le coup devant ses déceptions. Le sage qui pense qu'il est sage, il ne l'est plus ipso facto. On peut avoir quelques citations de ce que c'est que la sagesse. Dans la sagesse arabe et surtout après l'avènement de la révélation coranique et donc dans les contextes islamiques, il est bien dit, et selon un aphorisme du prophète, la sagesse c'est la proie du croyant, il la saisit fermement là où il la trouve. Donc en réalité, dans le contexte de ces ou cette maisons de la sagesse, ça renvoie à Hikmat al-Qudama, la sagesse des anciens, tout particulièrement les Grecs. Et donc il ne s'agit pas des salafs, ce ne sont pas les salafistes, les pieux anciens, ce sont les anciens en l'humanité, dans le temps, les anciens dans l'histoire. Je dis bien particulièrement parce qu'il y a aussi la sagesse à trouver chez les Perses ou en Inde ou un peu plus loin encore. Merci mon cher Ghaleb. Et quelle est donc ou quelles sont ces maisons de la sagesse dont on parle dans l'histoire de la civilisation arabo-islamique? Alors ceux qui s'intéressent à cette institution disent d'abord qu'il y a un lien de parenté, ne serait-ce qu'un lien lâche, avec ou la bibliothèque d'Alexandrie ou l'école d'Athènes, mais surtout avec l'académie de Gundishapur ou Jundishapur sous les Sassanides. On est donc en Perse. Mais la maison de la sagesse de Bagdad, particulièrement, et on verra par la suite si le pluriel s'impose, est en réalité la bibliothèque personnelle de Haroun al-Rachid, le calife abbasside, qui lui-même l'avait hérité de ses prédécesseurs, de son frère et de son père, et c'est son fils, Al-Mamoun. Al-Mamoun a régné entre 813 et 833. Et c'est vers la fin du règne d'Al-Mamoun qu'il y a eu cette décision de faire en sorte que ces livres, cette bibliothèque, deviennent aussi le lieu de l'effervescence intellectuelle, de la traduction, de la rencontre. On n'est pas sûr si c'était le lieu aussi du débat et des controverses. L'ancêtre de la disputatio, al-munadara, mais les savants que vous avez cités y étaient. Al-Khwarizmi, dont le nom sera latinisé en algorithmus, qui donnera l'algorithme, bien sûr. Al-Jahid, c'est un surnom, hein. C'est l'homme aux yeux exorbités, ou exophthalmiques, ou en tout cas avec des yeux qui sortent, et qui devait être le précepteur des fils, des enfants d'Al-Mamoun, et au dernier moment
le calife s'en était ravisé de par à cause de ce que d'aucuns présentent comme une laideur, mais l'homme était d'une grande intelligence, un prosateur, un polygraphe, un fin connaisseur de l'école mu'tazilite, des considérations philosophico-théologiques, mais surtout un observateur, un esprit de la bruyère d'avant la lettre aussi. Thabit ibn Qurra, bien entendu, le mathématicien, l'astronome. Il a un nom qui porte il a un nombre qui porte son nom. Oui. Le nombre de Thabit, c'est 3 fois 2 puissance n-1. Et aussi, il est derrière la mise en évidence des nombres amicaux, les nombres amiables. Oui. Et deux nombres amicaux, deux nombres amiables, l'un est égal à la somme des diviseurs stricts de l'autre. Et bien entendu, mais vous l'avez dit, il y a un cratère pour l'honorer, un cratère lunaire qui porte son nom. Alors il est sabéen. Thabit ibn Qurra, c'est 836-901. Donc il n'est plus sous le règne d'Al-Mamoun, mais il y était dans cette maison, puisqu'elle déclinera par la suite, et donc serait-il islamisé à la fin de sa vie, était-il resté sabéen? Mais en tout cas, une grande partie de sa vie, il était plutôt connu comme sabéen. Merci mon cher Alep pour ces explications sur la maison de la sagesse, les maisons de la sagesse, et notamment sur celle de Bagdad. J'ai une question. Il y a un rêve qui est au cœur de cette histoire. Je vais vous laisser le dire, mais ce rêve serait à la base de cette grande décision qu'aurait pris Al-Mamoun d'ouvrir la bibliothèque de son père Haroun al-Rachid aux lettrés ou aux savants. Est-ce qu'on peut raconter ce rêve et dire, est-ce qu'on parle de légende ou de quelque chose qui est avéré historiquement? Toujours est-il que quelqu'un comme Ibn Nadim est quelqu'un qui a vécu 2 siècles plus tard et qui rapporte dans son Fihrist. Fihrist est une sorte d'index, de catalogue, de présentation sommaire de ce qu'il y a comme production et comme ouvrage et comme connaissance, et il rapporte ce rêve que le calife Al-Mamoun a fait, et donc son songe c'était d'avoir rencontré Aristote, le maître stagirite, comme on dit, et pour faire court, Al-Mamoun, calife puissant qu'il fut, était impressionné de rencontrer Aristote, et il lui dit: ô maître, puis-je te poser une question, puis-je te questionner? Et Aristote lui dit: fais donc. Il lui a dit: mais qu'est-ce le bien? Et la réponse, une des versions en tout cas d'Aristote, était le bien selon l'esprit. Et lui dit: et après, ça c'est Al-Mamoun qui est surenchéri, après, et il lui dit: ben, le bien c'est selon la loi. Et il lui dit: et après, lui dit: le bien est selon la coutume, l'opinion des gens. Il lui dit: et après, lui dit: après il n'y a pas d'après. On peut la décliner aussi, le bien selon la raison, le bien selon la révélation, le bien selon le sens commun. Mais peut-être que la première version, c'est celle qui rend le mieux compte, en tout cas de ce rêve d'Al-Mamoun. Et suite à ce rêve, Ibn Nadim souligne toujours que la volonté d'Al-Mamoun de traduire les ouvrages des Grecs est devenue une politique, une doctrine d'État en quelque sorte.
Merci mon cher Aleb de nous avoir raconté ce rêve qui est au cœur de l'histoire des maisons de la sagesse. Il y a d'autres maisons, je crois savoir, au Caire et ailleurs. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Alors, si on part de l'idée que c'est au pluriel et ce n'est plus l'unique maison de la sagesse de Bagdad, et il y en a effectivement au Caire sous le calife fatimide Al-Hakam, on est aux alentours au tournant du XIe siècle. Il y en a eu en Andalousie. Il y a celle de Fès sous les Mérinides avec le sultan Abou Aynan al-Fès. On est déjà au XIVe siècle. Et maintenant, il y a eu cette idée de réactualiser quelques maisons de la sagesse, et tout particulièrement celle de Grenade. C'est un peu l'équivalent d'une grande bibliothèque comme nous en connaissons maintenant les bibliothèques contemporaines. Merci pour cette réponse, mon cher Aleb. Chers amis, pour aller plus loin dans la découverte de l'histoire des maisons de la sagesse, vous pouvez lire les travaux de Marie-Geneviève Guédon et également les écrits de Ouari Touati, et sur, bien entendu, tout ce que publie et édite la Fondation de l'Islam de France. Merci d'avoir suivi cet épisode du Divan et à très bientôt.